Bienvenue à toutes et tous à ce grand format possible, hors note, on va le dire plutôt en français, possible ou pas, l'ouverture des données réveille-t-elle vraiment la démocratie? Alors, pour commencer, je voulais juste un peu revenir sur comment, pourquoi on s'est dit avec Clément et Dory, qui sont à la programmation de NEC, pourquoi on s'est dit faire ce grand format le matin au lancement de NEC. On l'a fait parce que on se dit que ça fait quand même longtemps que ces questions-là reviennent. Et à l'occasion de la sortie de mon livre, qui s'appelle Les données de la démocratie, donc je devrais faire un peu d'autopromo. Mon éditeur a envoyé 40 livres à NEC, à la librairie. Je fais une dédicace à midi, donc il va falloir, si je veux pas avoir des problèmes avec Hervé Lecronier, il faut que vous ayez à la librairie. Et je vous filerai des stickers d'activistes. À la sortie du livre, on s'est dit que, en fait, cette question de l'open data comme outil de pouvoir et de contre-pouvoir, qui est au centre du livre, elle amène aussi des idées reçues qui subsistent. Des idées reçues sur l'open data, sur le fait que cette politique publique, est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'il y a vraiment des usagers des données ouvertes? Quels sont ces usages? Qui sont les usagers? Puis est-ce que cette ouverture des données, à qui elle profite? Est-ce qu'elle profite vraiment aux citoyens ou est-ce qu'elle profite aux grandes entreprises? Et c'est toutes ces questions, on s'est dit de faire un débat qui revienne sur ces idées reçues sur l'open data et qui, en filigrane, nous montre tout le potentiel démocratique de l'ouverture des données. Et pour ça, on a invité un super panel que je vais vous présenter. Je vais commencer par aussi me présenter. Donc, Samuel Goïta, je suis cofondateur de Datactivist, ça je l'ai déjà dit, et aussi maître de conférences associé en sociologie à Sciences Po Ex. Et donc, je viens d'écrire ce livre qui s'appelle Les données de la démocratie. Donc pour battre en brèche ces idées reçues, on a un super panel et on va commencer par présenter Constance Nebula, qu'on remercie d'être là. Donc présidente d'Open Data France, vice-présidente de la région Pays de la Loire et vice-présidente d'Angers-Loire Métropole. Et donc il y aura cette casquette aussi de représentante du monde des collectivités territoriales qui s'est engagée en faveur de l'open data. L'association va bientôt fêter ses 10 ans et j'aurai l'occasion d'y intervenir, mais je ne vais pas parasiter le débat par d'autres sujets. Je vais passer la parole à Amélie Latreille, qui est ingénieure du corps des mines et qui est co-autrice avec Paul Durlia d'un mémoire qui s'appelle « Ouverture des données, le mythe de l'abondance et la réalité du labeur ». C'est un mémoire qui est vraiment remarquable, qui est sorti et qui a beaucoup circulé, et qui justement pointe tout le travail qui est sous-estimé de l'ouverture des données et qui revient sur beaucoup de ces idées reçues en matière de l'open data et qui, vous avez interrogé beaucoup de gens, ce qui fait que vous connaissez pas mal de gens autour de la table, je crois. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment intéressant de vous avoir aussi parmi nous. Laurent Toustou, vous êtes chef de service données, produits et usages à l'IGN. L'IGN qui s'est fait remarquer récemment avec la sortie de cette super application qui s'appelle Ma Carte, c'est ça? Carte IGN, pardon. Carte IGN qui a vraiment massifié un usage des données, qui a permis à plein de gens de découvrir des données publiques qui sont hyper intéressantes. Charles Nepot, doit-on encore te présenter? Mais oui, on va te présenter. Délégué général d'Open Food Fact, et j'aime le présenter comme une figure historique de l'open data, même comme l'importateur de l'open data en France. En tout cas, un des importateurs qui était là dans les moments clés où l'open data est arrivé en France et aussi un de nos meilleurs observateurs de l'ouverture des données et qui portera aussi cette casquette de délégué général d'Open Food Fact, qui est un des projets les plus emblématiques de commun de données qui a créé des usages colossaux, des usages qui sont ancrés dans le quotidien. Et donc tu auras l'occasion de revenir sur tout ce qui se fait avec les données d'Open Food Fact, en plus de la super appli Open Food Fact que je vous invite à télécharger. Geoffrey Aldebert, tu es responsable du pôle ouverture des données publiques data.gouv.fr à la DINUM. Tu es donc dans l'équipe qui est en charge de la plateforme nationale des données publiques, s'appelle data.gouv.fr, ce qui donne une vue d'ensemble sur les usages de l'open data, à la fois tout ce que peuvent produire et publier comme données les différentes administrations, mais data.gouv.fr, ce n'est pas que des administrations, donc tu pourras aussi en parler, et puis aussi tous les usagers qui tombent sur ce point central de l'open data en France, donc
avec cette vision d'ensemble. Et je repasserai aussi la parole à Emma Gariani, qui est directrice du pôle Open Source et commun à la DINUM. Donc on parlera avec toi aussi en particulier des communs de données. Donc il y a des liens très forts qui vont se faire avec Charles Nepote. Et tu as été aussi en charge de l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Tu l'es toujours en charge, qui est donc un projet qui permet à des initiatives citoyennes qui ont des missions qui participent au service public de travailler plus avec l'administration. Je ne sais pas si je le présente bien, tu auras l'occasion de le représenter. Et notamment dans cet accélérateur d'initiatives citoyennes, il y a eu quelques projets emblématiques de l'open data, dont Open Food Fact, dont Madada, qui est une de mes autres casquettes avec l'association Open Knowledge France, donc qui est un portail d'accès aux documents administratifs. Il y a eu aussi Pyronir, il y a eu aussi d'autres projets sur lesquels tu pourras... donc il y a plusieurs projets qui sont des communs et qui collaborent avec l'administration pour participer à améliorer le service public. Alors voilà, je vous ai présenté le panel, je ne vais pas trop parler, je vous l'ai promis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste qu'on sache de quoi on parle, parce que NEC, c'est de la médiation. Et en fait, je voudrais qu'on s'accorde sur les définitions des termes. Alors, plutôt que de vous faire un cours, ce que j'ai beaucoup trop fait cette semaine, je vais proposer à la salle de revenir sur les termes du débat. Et le premier terme du débat, c'est juste, au fait, c'est quoi une donnée? Ça peut être quand même important de juste s'accorder sur c'est quoi une donnée et de se mettre d'accord. Alors, je l'ai mis en mode, je voulais faire un hommage d'abord à Cadmerade, qui est une figure importante dans ma vie. En mode Jean-Michel à peu près, je ne vous demande pas de faire un cours absolu. Justement, au contraire, ce sera intéressant de voir comment on peut en parler de manière à peu près exacte. Et je vais demander à nos panélistes de regarder les réponses et de nous dire celles qui vous font réagir, celles qui vous paraissent les plus intéressantes, les plus drôles aussi, hein, on pourra revenir là-dessus. Donc ça se passe, alors c'est là où je vis un peu dangereusement, c'est-à-dire que sur un grand format, sur scène, j'utilise un outil de vote en ligne qui va certainement planter, donc préparez-vous à ça. Un outil qui s'appelle WooClap, alors qui est bien parce qu'il est relativement clean, il n'y a pas besoin de compte, il n'y a pas de données personnelles, on ne vous demande pas votre nom, quoi que ce soit. Il n'y a pas forcément besoin d'un smartphone parce que vous pouvez voter avec un SMS, et ça j'ai trouvé ça très chic. Je vais vous poser directement la question, c'est quoi l'ouverture des données? On s'accorde sur le débat. La donnée, c'est la base de l'information et du savoir. Donc c'est vraiment en mode Jean-Michel à peu près. Ce que je veux dire par là, vous êtes pas obligé de nous faire une définition parfaite. Au contraire, ça va être intéressant de voir comment vous présentez les choses. Alors Constance. J'ai vu vite fait passer, bonjour à tous, une qui me convient bien, c'est des données... C'était sur la 4e colonne. Elle a eu un like en plus. Voilà, des données accessibles à tous, réutilisables. Ah, ok. Ça me paraît, dans le cadre Jean-Michel à peu près, être plutôt un bon compromis, bien qu'il n'y a pas indiqué de quelles données dont on parle, parce que le sujet, est-ce que c'est toutes les données accessibles à tous, tout le temps réutilisables dans tous les formats? Ça, c'est pas possible. Enfin, voilà. Mais des données, donc un certain nombre de données qui sont accessibles, donc que l'on communique, que l'on publie, à tous, parce qu'effectivement, à tous, ça veut dire les citoyens, les associations, les entreprises, etc. C'est ça que je comprends dans à tous. Et réutilisable, surtout, c'est une notion qui me semble importante, parce que je dis souvent que l'open data, pour l'open data, ça sert à rien. Un peu polémique, parce qu'on va discuter un peu de manière cash, mais ouvrir la donnée pour ouvrir la donnée, sans que la donnée elle soit qualifiée, intéressante, réutilisable, à une valeur, etc., l'intérêt est quand même relativement limité, à part cocher la case transparence. Et cocher la case transparence, moi, c'est pas celle qui m'intéresse le plus, c'est plutôt la case réutilisation. Donc voilà la définition qui, moi, me conviendrait relativement. Ok, qui veut réagir à ces différentes définitions, ou proposez vous-même votre définition? Je me lance. Je partage assez la sélection de la définition initiale. Et en fait, c'est pour réagir, je trouve. Et au début, quand il y avait 3-4 premières cases qui se créent, il y a 2 types de données. Et quand on parle d'ouverture des données, ça se mélange. Et je trouve que c'est important de poser ces 2 types. Il y a la partie transparence, rendre compte tout ce qui est demande CADA, droit d'accès aux données, et la partie
partager des données qui peuvent être réutilisables dans des cas d'usage qui peuvent permettre d'alimenter de la science, de la connaissance, du travail. Et dans le sujet démocratie, ouverture des données, je trouve que le fait de montrer ces deux pôles-là et ces deux enjeux, c'est assez important parce qu'on a tendance à vite les mélanger ou vite se prendre un peu les pieds dans le tapis entre les deux. Et je suis un peu dans la même dynamique. Je trouve qu'on a beaucoup eu d'enjeux, beaucoup de focus sur la partie transparence. Et c'est souvent celle qui ressort aussi dans les médias parce que c'est là où il y a des choses à aller gratter sur l'action publique, etc. Que la partie qui a du sens et la partie qui permet de se projeter dans du vivre ensemble, du construire ensemble et faire de la démocratie, c'est quand même surtout la partie mettons dans un pot commun les données de connaissances que nous avons pour augmenter les usages et accélérer un petit peu la connaissance. Alors Amélie, dans votre mémoire, justement, vous plaidez plutôt pour centrer l'open data sur son objectif de transparence qui est un petit peu différent des deux retours de Laurent et Constance. Il y a l'idée qu'on ne peut pas forcément préjuger de l'usage qui va être fait des données. Et effectivement, il y a cette tension entre, sur la question de la qualité, entre est-ce qu'on met à disposition les données telles qu'elles circulent dans l'administration pour servir l'objectif de transparence pure, ou est-ce qu'on rajoute le filtre après de la pédagogie, essayer de rendre ces données compréhensibles en les écartant peut-être de leur vernis et de leur existence métier initiale. Et donc on rajoute une couche d'interprétation en voulant effectivement servir un objectif démocratique et aussi économique de rendre possible la réutilisation de ces données. Et ce faisant, on empiète un petit peu sur l'objectif de transparence en transformant et en réinterprétant les données telles qu'elles circulent dans l'administration. Je ne sais pas si on peut remettre le... Ouais, bien sûr. Tout. Et je voulais savoir combien avait mis le mot transparence. Alors, il y a des nuages de mots. J'aime pas les nuages de mots en général, mais on va voir ce que ça donne. Ouais, voilà, tu vois pourquoi j'aime pas les nuages de mots. Non, mais en fait, c'est que je fais exprès. C'est parce qu'encore une fois, on est dans un débat, on va prendre le temps de discuter, etc. Le mot transparence n'est pas ou n'est plus l'alpha et l'oméga de l'open data. Voilà, on a 1h30. Charles, je vais ajouter un petit quelque chose. Dans toutes les réponses, là, il me semble qu'il y a deux grandes dimensions. Il y a une première dimension qui est plus une dimension un peu technique, c'est-à-dire rendre les données réutilisables. Ça passe par le droit, déjà, ça passe par les licences open data, ça passe aussi par des formats techniques, des formats les plus standards possibles, etc., etc. Donc il y a un usage un peu pratique des données, rendre l'usage le plus facile, le plus pratique possible. Et puis il y a une autre dimension, qui est une dimension plus sociale et politique, qu'on retrouve aussi pas mal dans les mots. On voit le mot de socialisation, on voit même le mot de mouvement, moi qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une société qui dit les données qui sont produites par la puissance publique, elles doivent être partagées pour que des individus, pour éclairer le débat public et pour que des individus puissent s'en saisir et éventuellement raconter des angles sur certains sujets, entamer la discussion à partir des données, réaliser des choses qui vont peut-être parfois avoir des impacts sur la vie de tous les jours ou sur des grands sujets de société. Et ça me paraît quand même très important. Je le ferai. Oui. Du coup, moi, je voulais aussi réagir. Donc, pareil, moi, j'avais liké le mouvement pour la mise à disposition libre des données et informations. J'aime bien vraiment cette idée de mouvement parce que c'est vrai que l'open data, c'est quelque chose de technique sur, comme tu l'as dit, Charles, sur la mise à disposition des données dans un cadre juridique et dans des termes techniques au niveau informatique. Mais c'est aussi beaucoup de gens qui travaillent autour de ces données-là, des gens qui produisent les données, des gens qui vont réutiliser. Et donc, c'est un écosystème. Et donc, voilà, moi, j'aimais bien ce mot mouvement. Et après, pour répondre sur la partie transparence, donc oui, je pense que l'open data, c'est effectivement des réutilisations et donc des besoins d'avoir des usages qui émergent et qui soit simplifient le rapport qu'on a avec une administration, soit trouvent un nouvel usage. Mais je pense quand même que le terme transparence doit être regardé et est important parce que souvent, on le voit dans l'actualité, quand on parle de l'open data, c'est aussi parce qu'il y a une base de données qui a été ouverte. Là, je pense par exemple à la base IPS, l'indice des positions sociales,
où il y a eu un journaliste qui a fait une demande CADA pour avoir l'ouverture de ces données-là. Et c'était vraiment un enjeu de transparence derrière, où on avait besoin de savoir, enfin les citoyens avaient besoin de savoir comment était la répartition des différents établissements scolaires et où se situer. Donc je pense qu'on ne peut pas complètement évacuer le sujet de transparence qui est aussi au tout début de l'open data, qui était vraiment très prégnant, qu'il le reste aujourd'hui, même si aujourd'hui on voit que l'open data ça ne sert pas qu'à la transparence, et ça peut aussi servir à créer de nouveaux usages, de nouveaux services, et rendre l'administration aussi plus efficace. Alors, tu veux rajouter quelque chose, réagir? Moi, sur ce qui a été dit, j'étais sensible à un terme qui est finalement comment, donc sur cet aspect de réinterprétation en fait, que vous mentionniez. Et je pense que tout ce qu'on se dit là alors je suis d'accord avec toi sur l'efficacité, c'est une dimension importante. Maintenant, si on veut vraiment que ces données-là viennent enrichir le débat démocratique à large échelle, c'est-à-dire pas juste au niveau d'un groupe en fait, de personnes technophiles, parce que Open Food Fact, à la base, c'est quand même un groupe de personnes technophiles avec des compétences numériques hyper pointues qui permettent d'engager ce travail-là. Donc, il y a une première étape, c'est OK, on libère les données. Elles sont de qualité suffisante et on en a suffisamment. Ensuite, on a une deuxième étape qui est on a un groupe, et donc c'est là, moi, je pense, le pouvoir des communs numériques de la donnée. C'est finalement des citoyens qui ont ces compétences, qui vont engager le mouvement, qui vont créer une association à un moment donné, mais d'abord qui vont travailler à exploiter ces données-là, mais ensuite qui vont aussi travailler peut-être à en collecter de nouvelles par des moyens. Et ça, c'est ce que vous avez réussi à faire. Et le troisième truc, ce qui va, à mon sens, permettre de poursuivre ce mouvement-là dans la durée, de ne pas épuiser le groupe premier qui, justement, a créé ce commun numérique, c'est la médiation à la donnée. C'est le fait qu'en fait, on est ici quand même sur un événement où on a la chance d'avoir de nombreux médiateurs numériques dont le boulot, en fait, est d'expliquer largement aux citoyens dans des Media Labs, dans des tiers-lieux, finalement, les données qui sont en ligne... Voilà ce qu'elles veulent dire, de contextualiser qu'est-ce que c'est qu'une donnée, ce travail qu'on a fait là, mais aussi le contexte dans lequel elles ont été produites et ce qu'elles veulent dire pour le citoyen, et à partir de là, de créer du débat localement. Et je pense que ces trois échelles-là sont extrêmement importantes. Chaque bloc est nécessaire, mais non suffisant à atteindre une qualité de débat public autour de la publication des données. Bon, je suis content de cette première partie parce que ça nous permet de voir en fait les différentes... ce sur quoi vous insistez sur les éléments de la définition selon ce que vous allez défendre en fait dans la suite du débat. Donc c'est intéressant pour qu'on repère un peu vos différents angles sur le sujet. Ça montre qu'aussi que cette définition, elle n'est pas totalement figée. Alors je voulais juste revenir sur un terme qu'on utilise qui est celui de réutilisation. Pourquoi on dit ré? Parce que il y a une utilisation première des données par l'administration, et là, on lui donne un peu une seconde vie, et on va imaginer plein d'usages qu'on ne prévoit pas forcément à l'avance, comme vous l'avez bien souligné. Il y a un terme aussi, on parle parfois de données brutes, alors vous n'en avez pas trop parlé, il y a un terme que je n'aime pas forcément, j'ai pas mal travaillé sur ça, mais qui veut dire en fait derrière que dans les données en open data, idéalement, ce qu'on attend, c'est d'avoir des données dans leur plus grand niveau de précision pour pouvoir refaire les calculs, et donc pas juste avoir une moyenne des indices de position sociale des établissements scolaires, comme tu disais Geoffrey, tu parlais de cet exemple-là, mais d'avoir le détail établissement par établissement. On a la même chose, là récemment, il y a eu les dotations horaires dans les collèges et lycées, et on voit de grandes disparités entre les académies, et donc ça montre comment ça peut nourrir le débat public. On a aussi cette question qui était sous-jacente, c'est en fait quelle est la finalité de l'ouverture des données? Est-ce que c'est moderniser l'administration? Est-ce que c'est... développer de l'innovation, ou est-ce que c'est participer à la transparence? Alors il y a un point moi que je remarque, c'est que vous n'avez pas insisté pas tant sur le cadre juridique, qui est quand même celui au départ, qui remonte à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration, la loi CADA de 1978 qui donne un droit d'accès aux documents administratifs, et la loi pour une république numérique qui impose un principe d'ouverture des données pour toutes les administrations de plus de 50 agents et pour les collectivités de plus de 3500 habitants. Ce qui fait que maintenant c'est entré dans le droit, c'est une obligation, et c'est une obligation qui fait débat. Donc dans ces idées reçues qu'on va traiter ensemble, on va revenir, d'abord ce sera le premier temps, sur ce cadre juridique. Alors, je vais revenir un peu sur ces idées reçues. En fait, c'est un peu un vieux serpent de mer de l'open data, et c'est un débat qui existe depuis assez longtemps.
Pour préparer cette table ronde, je me suis appuyé, il y a plein de ressources en fait dans le domaine sur un peu les principaux arguments. Alors certains des arguments anti-open data, des arguments qui vont... les réponses qu'on a souvent quand on parle d'ouverture des données, qu'on va avoir des administrations pour ouvrir des données, ou quand on parle à des usagers des données ouvertes. Donc ces questions-là, ça a été débattu depuis longtemps, et en fait, il y a plein de ressources qui en parlent. Il y a même des documents avec des arguments et des réponses types. Donc peut-être vous êtes appuyé dessus, je vous avez mis les liens, mais peut-être que vous avez surtout vous allez revenir avec vos propres arguments, ça qui va être intéressant. Il y a même un bingo. Alors ne faites pas la grille de bingo là, parce qu'en fait vous allez cocher toutes les cases. Plus de micro. Vous allez cocher toutes les cases si vous faites le bingo. Ok, ça revient. Donc, ne faites pas le bingo, mais voilà, il y a toutes ces ressources à disposition. Donc, on va faire un peu le tour de ces idées reçues. Enfin, on ne va pas faire le tour du sujet. Je suis sûr qu'il y aura peut-être des idées reçues qu'on a oubliées. En fait, je les ai catégorisées. Il y en a 11 dans cette liste. Donc, des fois, on ira très vite. La première, c'est plus sur des questions de politique. Et la première, c'est l'open data. C'est un truc sous Hollande, non ? C'est aussi revenir un peu sur la loi pour une république numérique. Deuxième, c'est l'administration prend des risques à ouvrir ses données. Est-ce que c'est vraiment risqué pour une administration d'ouvrir ses données ou pas ? L'administration n'a pas le temps pour l'ouverture des données, elle est déjà assez débordée. La priorité actuelle, ce n'est pas l'open data, mais la circulation et l'usage des données, qui en fait entrer aussi en compétition avec d'autres... parfois, est-ce que ça entre en compétition avec d'autres prérogatives, d'autres politiques ? Après, on va aller plutôt dans le domaine des usages. Est-ce que des usagers malveillants, c'est une crainte qui arrive souvent, voire des terroristes, vont utiliser les données ? Une question dans les usages aussi, et un peu dans les concurrences des mots d'ordre du moment. L'open data ne sert pas à l'IA. Est-ce que c'est un point de débat ? L'open data, c'est le pillage des communs. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Mes données doivent être de bonne qualité avant d'être ouvertes, qui est souvent un argument qui ressort dans le débat. Personne ne sait utiliser ces données dans mon territoire. Tu parlais de médiation juste avant. Les données ouvertes servent surtout aux GAFA et aux grandes entreprises, et des données personnelles fuitent via l'open data. Donc vous voyez, il y a plein de points. Donc on va essayer d'être bref. Et donc du coup, j'ai adopté avec l'accord de mon panel un code qui fait que si vous êtes trop long, enfin un accord tacite quoi. Si vous êtes trop long, je mets mon écharpe, ce qui est un signe que vous êtes trop long. On va commencer par la première idée reçue. Oui, je suis sûr que Constance a une réponse à celle-là. L'open data, c'était un truc sous Hollande, non ? Alors moi, c'est un truc que je me suis jamais dit. Donc pour moi, c'est non. Et de manière... Alors, en répondant en deux temps. La première, c'est que tu parles de la loi pour une république numérique. Moi, je suis un peu usé par le fait que dès qu'on parle d'open data, on ne parle que de ça comme si c'était rien passé avant. Avant ou après ou pendant ou peu importe. Comme si c'était l'alpha et l'oméga de l'open data. C'est un cadre juridique qui a permis une poussée démocratique, de mouvements, etc. Enfin, je ne vais pas revenir sur les bénéfices de la partie qui concerne l'open data. Néanmoins, il y avait des choses avant. Il y avait des acteurs associatifs, des militants de l'ouverture des données, des militants du commun, du libre, etc., des entreprises, des collectivités pionnières, etc., etc. Donc déjà, ce n'est pas un truc sous Hollande dans le sens où la loi pour une république numérique n'est pas, selon moi, le point de départ, entre guillemets, ou en tout cas, il n'y a pas un calendrier à partir de 2016, 2016-2017, pour compter l'open data. C'est une démarche qui est bien plus ancienne et qui est bien plus collective que ça. Et ensuite, de manière un peu plus politique et polémique, je rappelle que Etalab, notamment, a été créé en 2011 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec, à l'époque, un conseiller numérique qui s'appelait Nicolas Prinsen à l'Élysée, qui défendait l'idée donc de cette ouverture et de ce partage de données, notamment dans l'administration, et qui a été à l'initiative avec Séverin Naudet de la création d'Etalab en 2011, qui avait à l'époque créé la première licence ouverte au sein de l'administration, qui avait créé aussi en 2011 toujours la création du Conseil national du numérique, toujours sous cette initiative. Et pour moi, je pars du principe que le CNUM, c'est aujourd'hui une instance de démocratie, de partage d'informations, etc., qui est utile, notamment du côté de la société civile. Donc, on voit bien que c'est pas, à la fois c'est un truc politique, à la fois c'est pas un truc politique dans le sens où, pour moi, c'est transpartisan. On est plus ou moins d'accord sur on va dire des finalités, etc. Mais ça reste un sujet transpartisan qui met tout le monde d'accord, selon moi, et qui est pas clivant politiquement. Alors, ça, c'est plutôt sur la partie... c'est vraiment sur la réponse, c'était un truc souvent.
Si on prend plutôt là du point de vue de maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est encore porté politiquement ? Non. Non, malheureusement. En fait, c'est comme s'il y avait eu un... Donc, il y a l'effet waouh il y a une quinzaine d'années. Ok, très bien. Il y a un go politique, il y a quelque chose. Ensuite, ça monte en puissance. Effectivement, dans le mandat suivant présidentiel, avec une nouvelle dynamique, etc. etc. Et puis, je suis un peu réaliste, ça redescend. Parce qu'il y a un essoufflement, parce qu'il y a moins d'ambition politique, on met moins de moyens, etc. Et aujourd'hui, je dis toujours, la donnée n'est pas une aventure solitaire. Heureusement, parce qu'on est dans une aventure collective dans laquelle on représente différentes structures et on essaye, à notre mesure, de participer à quelque chose de collectif, etc. Et moi, j'ai un angle d'attaque, entre guillemets, qui est de dire il y a malheureusement une dessaisie complète du politique, des élus, et même au niveau étatique, ministériel, etc., de ces sujets-là, avec un manque criant de portage politique, d'arbitrage politique, de gouvernance, etc. Donc c'est un débat plus large que ta question idée reçue. Néanmoins, ça fait partie aussi de mon rôle, à la fois avec ma casquette d'élu et de présidente d'Open Data France, de dire que, et c'est le débat que je porte toute la semaine vis-à-vis des élus et des collectivités, saisissez-vous-en, c'est un objet politique, la data, c'est politique. Donc, voilà, ça fait partie de ces idées reçues que j'essaye de combattre, que c'est un objet technique versus un objet politique. Alors, tu dis que c'est plus porté politiquement. Pourtant, on a 2 représentants de l'État, de la DINUM autour de la table. Alors, c'est pas de la politique, évidemment, parce que vous n'êtes pas élu. Mais ça montre quand même qu'il y a un portage, d'une certaine manière. Est-ce que... Alors oui, il y a un portage, il y a toujours un portage, et même il y a un portage qui peut être renforcé sur certains aspects, au niveau interministériel en tout cas. Donc déjà sur la question sous Hollande, effectivement, il y a cette loi pour une république numérique qui a posé de grandes bases, même si on l'a vu, il y avait déjà beaucoup d'existants par ailleurs. Mais après, donc on a eu une continuité aussi, comme le rapport Botorel qui du coup encourageait la fin des redevances sur les données, notamment, des différents opérateurs. Donc on parle du rapport qui est sorti fin 2020, ouais. du député Éric Botorel qui invite le gouvernement à relancer, aller plus loin dans la politique d'ouverture des données, en période en plus de pandémie où ces sujets étaient particulièrement sensibles. Donc il y avait quand même ce portage-là. Je pense aussi à un autre exemple qui est on a mis sous le quinquennat Hollande effectivement mis en place le service public de la donnée de référence. Donc c'est 9 bases de données qui sont considérées comme de référence et donc sur lesquelles on veut qu'elles soient produites sous des conditions de qualité et de disponibilité élevées. Ce principe-là, il a été aussi repris par la Commission européenne et par l'Europe avec une directive européenne autour des High Value Datasets qui est donc en application depuis juin dernier. Donc c'est aussi également porté au niveau européen où on définit 66 ensembles de données qu'on considère comme à valeur. Alors c'est très orienté ouverture des données d'un point de vue plutôt pour améliorer un peu le tissu économique et favoriser un petit peu la réutilisation de ces données. Mais donc je pense que c'est aussi un exemple qui fait que c'est encore porté et au niveau européen notamment. Et après, en ce qui me concerne sur la partie interministérielle, donc nous, moi je travaille dans le pôle qui s'occupe de la plateforme nationale data.gouv.fr. Sur cette année, on a vu notre budget doubler par rapport à l'année dernière. Donc on a des moyens supplémentaires qui nous permettent donc d'aller voir plus d'administrations pour essayer de les encourager et de les accompagner dans l'ouverture des données, mais aussi d'améliorer le produit data.gouv.fr pour qu'ils puissent être capables de supporter de nouvelles fonctionnalités qui sont en attente des réutilisateurs. Donc voilà, c'est des éléments qui moi, me font dire que c'est pas complètement une chose du quinquennat Hollande et que ça continue et que des moyens sont encore apportés aujourd'hui au niveau de la DINUM. Donc le cœur de l'open data, encore. Charles. Et si jamais le portage politique est peut-être un petit peu moins fort en ce moment, les citoyens se retroussent les manches. Nous, par exemple, chez Open Food Facts, évidemment qu'il y a des dizaines de milliers de contributeurs qui contribuent à ce commun numérique, mais on dialogue aussi énormément avec les pouvoirs publics, avec la complicité d'ailleurs de l'AIC, que je remercie au passage, qui nous aide beaucoup. Et on a un très très bon accueil chez les pouvoirs publics. On a un dialogue qui est vraiment fréquent, poussé, parfois sur des détails techniques. Ça fonctionne, ça tourne, entre guillemets. J'aurais presque envie de dire que maintenant, c'est plus un sujet au sens où c'est complètement rentré dans les mœurs.
On n'a pas à réexpliquer l'open data à chaque fois maintenant qu'on va rencontrer telle ou telle direction ou tel ou tel groupe. Voilà, donc ça me paraît quand même important de le signaler. Oui, moi je rajouterais qu'il y a aussi l'aspect international. Donc il y a une communauté citoyenne, une communauté internationale autour de cette question des données ouvertes. Et la France, en tant que pays, a aussi pris des engagements. Et de ce point de vue-là, est engagé dans une association de gouvernement ouvert. Et de ce point de vue-là, il y a aussi un sujet d'image et un enjeu d'image de la France vis-à-vis de ses partenaires et des grandes démocraties. Et je pense que c'est important. Et c'est aussi pour ça que c'est repris à l'échelle européenne. Et on peut espérer que ça permette que si le soufflet retombe un petit peu au niveau national, il y ait quand même une dynamique internationale qui se maintienne et qui oblige la France à maintenir ses efforts. Pour revenir sur le citoyen aussi, parfois le citoyen vient aiguillonner un peu l'acteur public. Moi, je pense notamment par exemple à Panoramax, qui est un formidable exemple. Au départ, tu expliques ce que c'est Panoramax. Alors Panoramax, c'est l'équivalent de Google Street View, mais fait par plutôt des acteurs publics ou des citoyens. Voilà. Donc c'est une collaboration entre OpenStreetMap et l'IGN, mais peut-être que tu veux en dire quelques mots. Et je trouve que l'histoire de Panoramax, elle est intéressante, parce qu'au départ, il me semble que c'est quand même un peu les citoyens qui viennent aiguillonner l'IGN en lui disant, voilà, nous on a envie de faire quelque chose avec vous, on a envie de mobiliser à la fois les acteurs publics et à la fois les citoyens autour de ce projet-là, on bosse ensemble, et ça marche. Du coup, je prends la balle au bon. Ouais, je pense qu'effectivement, alors je rebondis puis je reviens sur Panoramax, mais il y a un passage d'accélération politique au moment du mandat Hollande avec la loi pour une république numérique. Moi, j'ai fait mes armes dans la régulation technico-économique et je rejoins ça a toujours existé, dans les grands remèdes pour lutter contre un acteur en position dominante. Le point qui vient à la fin, c'était transparence, information. Il faut réduire l'asymétrie d'information. Depuis 2016, l'obligation, c'est open data, mais en soi, on a juste accéléré. Et pour moi, le deuxième sujet, tu parlais de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En fait, je trouve que l'open data, l'ouverture des données avant la loi pour une république numérique, elle fait penser directement à l'article 15 et le rendre compte, et ce qui revient à mon point d'introduction. La loi pour une république numérique, elle passe le cap de, en fait, on couvre l'intégralité de l'enjeu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est là pour faire démocratie, et donc la partie engagement, écoute, encapacitation des citoyens vient avec, et ça doit rentrer dans la stratégie open data. Et du coup, pour rebondir, je pense que 2016 accélère. Il y a aussi un temps de mise en œuvre qui est par les citoyens, qui est aussi par les acteurs publics. Nous, à l'IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière, on avait historiquement un modèle économique décidé par nos tutelles qui était de vendre nos données. On n'avait pas le choix. Il fallait vendre nos données parce que sinon on n'équilibrait pas notre modèle économique. Suite à la loi pour une république numérique, s'enclenche tout un process qui amène à ce que finalement notre bascule de l'ouverture des données, elle est en 2021. Et en 2021, on libère toutes les données de description du territoire qu'on peut avoir. C'est ça notre valeur première. Ce qui est massif, ce qu'on ne faisait pas précédemment. Et depuis, en fait, on apprend, on ajuste l'accessibilité de ces données-là, la manière de les mettre en forme, la manière de les rendre accessibles. Et c'est aussi un travail petit à petit de co-construction et d'échange avec les utilisateurs pour affiner ça. Et finalement, l'aiguillon de la loi ou l'aiguillon politique a permis cette mise en œuvre. Et qui arrive aussi, je pense, suite à cette bascule en open data. Je donne un exemple, mais historiquement, avoir la BD Topo, donc qui est la base de données d'ensemble des descriptifs du référentiel topographique de la France, France entière, pour un utilisateur, c'était 1 million d'euros. Maintenant, c'est gratuit, il suffit de la télécharger. Ça prend un peu de temps, il faut avoir un peu de patience, mais à la fin, ça coûte un peu moins. Et ça change complètement à la fois la valeur ajoutée, l'apport qu'on fait, du coup notre positionnement à nous en tant qu'acteur public vis-à-vis de l'ensemble des utilisateurs, à la fois les utilisateurs qui viennent récupérer la donnée, et il faut qu'on s'y adapte, parce qu'on ne parle plus qu'à des experts géomaticiens qui ont ce budget-là. Et à la fois, ça crée aussi une porosité avec l'initiative citoyenne, avec les acteurs qui produisaient de la donnée à côté, avec qui on avait du mal à discuter, parce qu'un modèle économique payant, c'est difficile. On est toujours en train d'essayer de protéger un peu son périmètre. Ce qui amène à l'exemple Panoramax, il est assez bon. Nous, on a une vraie volonté d'aller vers des communs et de pouvoir
s'intégrer à des dynamiques de commun autour de la donnée géographique. Bon, en l'occurrence, quand on a dit qu'on voulait le faire, on a OpenStreetMap qui nous interpelle en disant on pense que là où il faut aller, c'est un Street View libre. Ça n'existe pas, il faut le faire. Il y a des données en collectivité, et il faut qu'on crée l'impulsion. Bon, on a dit chiche, on s'est lancé, on s'est mis autour de la table, on a initié la chose. Et je pense aussi, dernier point, après j'arrête de monopoliser la parole, mais l'autre élément, c'est on voit beaucoup l'open data national. Et dans la mise en œuvre, il y a aussi comment on crée toute la dynamique entre le niveau national et le niveau local. Nous, on coordonne pas mal de référentiels d'informations géographiques au niveau national. Mais ces données-là, elles sont avant tout locales, elles sont produites localement. Ça demande de faire en sorte que tous les acteurs locaux aient une culture de la data, commencent à produire les données, qu'on crée des standards, qu'on les uniformise, qu'on les partage. Et tout ça, ça prend du temps aussi. Ce qui fait qu'il y a ce temps de la mise en œuvre qui, à mon avis, est assez essentiel, même si je pense que c'est pas mal d'avoir des aiguillons politiques parfois qui reviennent. Alors, je vais passer la parole à Emma. Et pendant ce temps-là, je vais vous proposer de pouvoir voter. Alors, pour le public, est-ce que vous pensez que cette idée reçue est carrément vraie? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est plutôt vraie, plutôt fausse? Emma, sur cette question, et puis... Oui, en fait, il y a juste une petite chose qui me dérange dans les termes du débat tel qu'on le pose là. En fait, l'administration n'est pas monolithique. C'est pas l'administration. Nous sommes des agents, des êtres humains dans des divisions, dans des départements, dans des ministères, dans des opérateurs, etc., de services publics. Et donc... Finalement, je trouve qu'on peut avoir, des pointes avancées, je dirais, de l'open data et de ses usages dans une direction comme la DINUM, un département comme Etalab, un projet comme DataGouv. On peut, et en même temps, avoir d'autres endroits dans l'administration où, et j'en reviens toujours à cette question de compétences, de connaissances, qui mitige, en fait, qui va moduler, on va dire, l'appétence au risque d'une administration de se lancer dans cette démarche-là. C'est en fait, est-ce que je sais de quoi il s'agit? Est-ce que j'en ai les tenants et les aboutissants? Est-ce que je suis en tant que chargé de mission sur tel sujet métier, je sais faire, je sais pourquoi je fais, je sais comment faire pour libérer des données et après engager un dialogue aussi avec des composantes de la société civile, comme Open Food Facts, par exemple, pour engager ce travail-là. Et ça fait le pont avec une autre idée reçue qui avait Samuel. Oui. Je ne sais pas si tu peux l'afficher, sur l'administration prend des risques à ouvrir ses données. Pour moi, on est... et je parle aussi au nom de l'accélérateur d'initiatives citoyennes qui se veut en fait comme un pont entre des administrations qui soit parfois, alors ne savent pas du tout, là ça me paraît un peu compliqué de le dire aujourd'hui quand même, mais en tout cas n'ont pas forcément l'appétence parce qu'elles n'ont pas de cas d'usage de à quoi ça va me servir et pourquoi finalement est-ce que je m'engagerai là-dedans, parce qu'on a aussi du temps humain, des budgets au-delà du cadre légal qui vont faire qu'on va aller plus ou moins loin en fait dans ce processus-là. Et moi je crois, et c'est ce qu'on essaye d'être à l'accélérateur d'initiatives citoyennes, c'est un passeur, un traducteur, un médiateur, pour revenir à ce terme-là, entre des personnes dans l'administration qui vont avoir une capacité à porter l'ouverture de certaines données qui peuvent être remobilisées par des acteurs comme Open Food Facts, ou alors à prendre conscience qu'en fait ça peut être intéressant de penser en réseau et en écosystème en partenariat avec des initiatives de la société civile pour collecter des données et reprendre et en fait enrichir aussi notre patrimoine immatériel et de données. Je sais que tu vas mettre ton écharpe, ouais, voilà, donc je termine. C'est finalement le dernier point que je voulais faire là-dessus, c'est à propos de Pironir, par exemple, qui est un des projets de commun numérique qu'on soutient, sur des données de départ de feu incendie. Et on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur là-dessus, une division dans le ministère de l'Intérieur. Et je crois que c'est une question vraiment de langage, de médiation et de comprendre les cas d'usage qui vont
inciter l'administration en fait, à aller là-dessus et à s'appuyer sur des collectifs citoyens pour améliorer l'action publique, gagner en souveraineté, en efficacité, etc. Alors j'ai remis mon écharpe juste pour on va passer à d'autres idées reçues. Celle-là, je vous propose de passer assez vite sur l'administration, prendre des risques à ouvrir de ces données. Ouais. Allez, une phrase, Constance. Une phrase. Le premier réutilisateur des données, ce sont les collectivités elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment une vraie idée reçue pour le coup. L'administration prend des risques à ouvrir ses données. Éventuellement, le politique prend des risques, mais ça, c'est autre chose. Mais l'administration est le premier utilisateur de ses propres données. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire du côté des collectivités, c'est de convaincre du traitement interne de leurs propres données, parce que c'est ça qui va créer derrière une valeur ajoutée pour créer du service public, pour être plus efficient, performant, créer de la valeur ajoutée, etc. Mais pour la collectivité elle-même et donc dans l'action publique. Donc ça, c'est un terme très intéressant qui est de dire que l'administration est le premier utilisateur de ses propres données. Alors c'est intéressant, Constance, que tu reformules l'idée reçue. Le politique, est-ce qu'il prend des risques à ouvrir des données ? Il croit qu'il prend des risques. D'accord. Mais c'est-à-dire que... Quel genre de risque alors ? Non, mais c'est une idée reçue du politique qui va dire « Ouh là là, mon Dieu, si j'ouvre ça ou ça, j'en sais rien, on va dire les trucs un peu basiques du style, j'en sais rien, les déplacements des élus, les frais des parlementaires, enfin des choses comme ça. Si je l'ouvre, il va y avoir des risques, on va interpréter ceci, nanina. » C'est une fausse idée reçue, mais il y a plus de risques politiques qu'un risque du côté de l'administration. Je veux dire, l'administration, elle est plutôt partante pour que ça se fasse, parce qu'elle sait elle-même la valeur que ça a pour créer du service. Et dans tes rencontres avec des élus, c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai un exemple hier. Allez. Tous les jours. C'est un peu plus lié à l'IA et à la transparence. Hier, on est mercredi, non, c'était lundi. J'avais le plaisir de faire une formation avec mes élus à la région Pays de la Loire sur l'intelligence artificielle, qui dit IA, dit data. Ce sera une autre idée reçue tout à l'heure. Et on était en train de débattre sur le fait d'indiquer de manière transparente. Alors, c'est un sujet lié, mais plus ou moins lié. Quand une réponse est apportée aux citoyens basée sur l'intelligence artificielle, typiquement un chatbot ou un outil autre, où il y a marqué, notamment c'est le cas d'Albert, cette réponse a été préparée à 70% par l'intelligence artificielle, et donc on déduit que 30% a été rédigé, co-vérifié par un agent. Moi, je suis pour qu'on annonce de manière transparente quand la réponse est formulée entre un agent et une IA. Mes collègues, ah non, surtout pas. C'est hyper dangereux, c'est un risque. Enfin bref, donc on n'est plus sur le sujet de la transparence, mais aujourd'hui, la notion de transparence est de dire à l'utilisateur d'où vient l'information, pourquoi elle a été publiée, comment elle a été publiée, etc. C'est un risque pour l'élu lambda. Quand je dis l'élu lambda, c'est vraiment un maire d'une commune rurale, un conseiller départemental du coin, enfin vraiment il y a 500 000 élus locaux en France. La politique, c'est pas juste 15 ministres, c'est vraiment la base des élus locaux. Et eux, ils sont en peur par rapport à ça, c'est la vérité. Ok. Laurent, et après on passe à ouais, mais allez. Ça va. Après, ouais, voilà. Très vite. Non, je suis un peu en représentant l'administration. Je l'ai fait 2 fois l'exercice et je suis pas complètement d'accord. Je trouve que c'est carrément vrai. L'administration prend des risques à ouvrir ses données. Elle prend des risques qu'il y ait des gens qui vérifient la donnée, qui la discutent. Elle prend des risques de devoir répondre à de nouvelles personnes et d'être sollicitée par des gens et d'y passer du temps. Elle prend des risques à ce qu'il y ait de nouveaux usages qui arrivent, qu'elle n'a pas anticipés et qui vont éclairer d'autres personnes qu'elle. Et elle prend des risques à devoir mettre à jour la donnée et pérenniser la publication de la donnée. Donc elle en prend. La question, c'est est-ce que c'est si grave que ça et est-ce que les gains ne sont pas supérieurs aux risques ? Mais je pense qu'il ne faut pas nier le fait que pour une administration, il y a un petit moment de « Ah ouais, mais il y a quand même tout ça ». Et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et micro-exemple, quand j'étais à l'ARCEP, on a décidé, pour plein de raisons, d'ouvrir de la donnée sur la couverture du territoire mobile, parce qu'il nous semblait que c'était le meilleur moyen d'atteindre notre objectif. On n'y arrivait pas en chambre close, et il fallait faire alliance avec les acteurs. Bah, quand on fait ça, les 6 premiers mois, c'est des tomates sur nous pendant 6 mois. Il faut avoir l'humilité d'aller dire... C'est violent, l'ARCEP, hein. Comment ? C'est violent, l'ARCEP. Y a des élus qui ont besoin d'avoir la couverture mobile, qui aimeraient bien être sur la liste des prochains déploiements des opérateurs. Et en fait, il faut en passer par là. Et je pense que depuis, avec le recul, tout le monde est très très content qu'on ait fait cette ouverture de données. On a accéléré énormément l'impact qu'on pouvait avoir sur cet enjeu-là, public et d'intérêt général. Mais il y a 6 mois un peu difficiles où il faut être un peu humble et pouvoir prendre ça en visant la cible long terme, qui est pour le coup un gain, je pense. Alors juste, j'aurais aimé passer à l'idée reçue d'après, parce que je pense que... secondes. Ouais, allez.
Moi, je trouve que c'est un plaidoyer pour l'open data que tu viens de nous fournir. Parce qu'à chaque fois, on entendait Charles qui disait tant mieux. Elle prend des risques. Et Constance aussi, oui. Moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin. J'étais à un arrêt de bus à côté de l'hôtel Formule 1 à la mode Servolex. C'était à peu près à 20 minutes d'ici. Et j'attendais le bus. Et j'ai attendu le bus. Le bus n'est pas passé alors que sur l'app, il passait le bus. Alors, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai fini par comprendre que cet arrêt de bus, il n'existait plus. Mais pourtant, il y a un arrêt de bus, il y a un poteau, il y a toutes les explications, etc. Donc, je me suis rendu à l'arrêt de bus suivant, qui, lui, est effectivement ouvert, qui est sur la bonne ligne, etc. Si l'acteur public avait ouvert ces données, probablement que quelqu'un aurait pu remonter que cette donnée était fausse. Donc, c'est le risque de l'open data, c'est le risque de s'améliorer. C'est le risque de pouvoir faire profiter à des gens comme moi qui ont attendu le bus, que quelqu'un corrige avant eux et éventuellement évite ce genre de choses. Voilà. Je suis entièrement d'accord, c'était bien le but du message, mais il faut aussi penser à l'agent. Et ça demande de l'accompagner en fait. Alors on va parler parler justement des agents et je repasserai la parole sur l'idée reçue qui arrive, qui est l'administration n'a pas le temps pour l'ouverture des données. Je vais vous montrer les résultats du sondage. Les résultats du sondage d'avant, c'est intéressant de voir que sur l'open data, c'est un truc sous Hollande. On a la réponse plutôt faux qui revient, c'est-à-dire, c'est pour synthétiser un peu aussi vos échanges, c'est que c'est quelque chose qui est encore porté, qui est fort heureusement, qui est au cœur de pas mal de stratégies d'administration, mais il y a un manque de portage politique au plus haut niveau, et ce sera intéressant, dans la plénière d'ouverture juste après, peut-être de poser cette question à Clara Chapas, qui vient tout à l'heure, et de lui demander... c'est demain ? Ah, bon, j'ai pas regardé le programme. De lui poser demain. Alors, je vais vous poser la question au public. L'administration prend des risques à ouvrir ses données, mais pendant ce temps-là, moi, je vais poser une question à nos membres du panel et aller sur la question d'après, l'idée reçue d'après. C'est-à-dire que l'administration, elle prend peut-être des risques. Pour vous, vous avez l'air de dire que c'est aussi parfois de bons risques. Pour d'autres, vous dites que ce n'est pas forcément des risques. Mais l'idée reçue d'après, c'est l'administration n'a pas le temps pour l'ouverture des données, elle est déjà débordée. Alors, je vais poser la question à Amélie. Dans votre mémoire, il s'appelle « La réalité du labeur ». Derrière, en fait, vous avez essayé de mettre en lumière ce travail de l'ouverture des données. Je vais poser cette question. Je voulais rebondir sur la question des risques et le fait qu'on utilise l'administration effectivement comme une entité, alors qu'en fait ce sont les exécutants, ce sont les agents qui vont ouvrir les données. Et parfois, bien souvent, ils ne se posent même pas la question des risques parce qu'ils ne pensent même pas l'ouverture des données, puisqu'il y a une espèce de dilution des responsabilités et c'est pas fléché dans leur mission. Donc en fait, ça relève bien souvent de l'initiative. Ça n'apparaît pas dans leur fiche de poste. Donc ça va être de l'initiative personnelle et c'est ici. Donc déjà, ça nécessite que l'agent soit sensibilisé à ces questions pour qu'il puisse lui-même porter ce sujet, parfois contre une hiérarchie qui ignore complètement ces questions. Et donc c'est ici que se pose la question de la responsabilité. Et effectivement, une crainte qui existe pour les agents qui se posent ces questions, une crainte de la responsabilité pénale qui est... souvent, les risques sont largement surestimés et on va se cacher derrière le RGPD, etc., pour ne pas ouvrir des données. Mais cette crainte est réelle et effectivement, ça souligne le besoin d'accompagnement et de flécher réellement cette mission d'ouverture des données dans les missions de certains agents, parce que c'est un travail à part entière et c'est important de le souligner. C'est pas l'agent qui va faire ça... à loisir parce qu'il y pense et parce qu'il est sensibilisé. Ça doit faire partie de ses missions et c'est important aussi en termes de responsabilité et de portage de risque. Bon, la vie est bien faite puisque au moment où on parle du travail des données, il y a Jérôme Denis qui vient d'arriver dans la salle, qui est l'auteur de l'excellent livre Le travail invisible des données et avec qui on a travaillé sur ces questions-là. Geoffrey, je vais te poser la question, toi, dans les échanges que tu as avec les administrations, cette question de juste comment est-ce qu'on cale cette obligation d'ouverture de données dans des agendas très chargés avec des prérogatives, des priorités qui sont parfois contraires et parfois un manque de soutien sur ces questions-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres souvent ? Ou est-ce que tu ne rencontres peut-être que les volontaires au final ? Non, du coup on va voir toute l'administration et on essaye de travailler sur des chantiers, sur des données qui ne sont pas encore ouvertes aujourd'hui. Et donc si elles ne sont pas ouvertes aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être des bonnes raisons, mais qu'il y a aussi une peur qui peut justement être, comme on l'a dit, sur la prise de risque. Juste un mot sur la prise de risque.
moi j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de bienveillance de la communauté open data quand une administration publie des données, même si les données sont avec une qualité qui n'est pas parfaite, etc. De la même façon, pour les codes sources, à partir du moment où une administration publie son code source dès la première ligne de code, il y a une bienveillance. Et moi, toutes mes lignes de code depuis que je suis à la DINUM sont sur Internet. J'ai eu ce que j'ai eu comme bénéfice, c'est juste des gens qui contribuaient au dépôt, qui me disaient ça peut être amélioré comme ça. Et donc c'est que du positif. Donc je pense que vraiment ça il faut vraiment faire ancrer. C'est aussi peut-être parce que du coup c'est pas complètement généralisé dans toutes les administrations la partie ouverture. Donc ceux qui jouent le jeu, il y a une bienveillance particulière sur cela. On le voit sur DataGouv, sur les productions de données et les commentaires, les discussions. Donc il y a effectivement des échanges, mais il n'y a jamais de violence sur les échanges. C'est toujours... j'ai constaté ce souci-là. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous pourriez le corriger, etc. On a même eu des cas pendant la pandémie où quand l'administration ne répondait pas, les usagers s'entraidaient et devenaient vraiment des experts des données, et ça a été assez je me rappelle plus du nom, mais oui, il y avait une personne qui répondait à tous les fils de discussion sur DataGouv, alors à un moment on se disait c'est quelqu'un de Santé publique France et tout, et puis on a creusé, non pas du tout, ils étaient 2-3 comme ça, il y en avait quelques-uns qui vraiment passaient leur temps à accompagner les réutilisateurs de données en disant comment formater la donnée. Et du coup, donc sur l'item, tu passes la parole sur l'item de accompagner sur l'ouverture des données. Moi, ce que je voulais dire, c'était que la démarche d'ouverture des données, elle est vraiment intéressante pour toute administration parce qu'elle l'oblige à penser son système d'information. Comment est-ce qu'il est fait? Quelles données j'ai en ma possession? Donc il y a toute une notion de catalogage derrière des données. Il y a des administrations qui n'ont pas la vue complète des données qui sont au sein de leur administration, et donc qui oblige à vraiment entamer une démarche de alors quelles sont les données que j'ai, comment est-ce que je peux les partager, les échanger, pas forcément qu'en open data sur certaines données qui sont sensibles. Et du coup donc ça entraîne dans une démarche où en fait quand on arrive jusqu'à l'open data, c'est qu'on est déjà assez mature dans le numérique de son administration pour pouvoir du coup partager, avoir des applications plus interopérables, des services plus efficients. Et donc voilà, c'est de l'argumentaire qu'on formule, mais effectivement beaucoup d'administrations ont cette peur et nous dit effectivement on a l'impression que l'ouverture des données ça arrive en bout de chaîne, on a fait tout le travail, on a nos applications métiers qui marchent, etc. Et là vous nous demandez en plus de faire de l'open data, mais c'est un projet à part entière, etc. Mais en fait bien pensé, ça peut être aussi vraiment dans la vie d'un projet numérique où en fait l'open data c'est une fonctionnalité par défaut des différents systèmes d'information. Alors, je passe la parole à Constance. Pendant ce temps-là, j'ouvre le petit sondage sur cette idée reçue. L'administration n'a pas le temps pour l'ouverture des données, elle est déjà assez débordée. Peut-être que, moi aussi, le terme administration, c'est pas que ça me dérange, mais ça me titille, parce que je pense qu'on peut différencier l'administration centrale et ce qui se passe dans les collectivités, parce que moi, tout ce que vous dites ne me parle absolument pas. Notamment, par exemple, dans une collectivité territoriale, il y a une hiérarchie, et il y a une direction qui est insufflée par un DGS, des DGA, lui-même éventuellement insufflé par un politique, mais il n'y a pas un agent qui tout seul va dire je vais ouvrir les données. C'est-à-dire ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, dans les collectivités, ça n'existe pas. Il y a, en plus, désormais, on a heureusement des nouveaux métiers qui sont dans les collectivités. On a des chief data officers, on a des pôles data, on a des référents data dans les services. Donc ça fait partie de fiches de poste, ça fait partie d'une hiérarchie, ça fait partie d'une commande administrative du DGS et voire même d'une commande politique pour les collectivités où il y a un portage politique. Non, mais pour répondre à la question sur les risques, non, c'est pas le risque, pardon. C'est la question, c'est sur ça me prend du temps, donc etc. S'il y a un agent qui dit je ne peux pas parce que ça me prend du temps, c'est pas de sa faute à lui en tant qu'agent, c'est qu'au niveau hiérarchique, dans la commande managériale, dans la commande des priorités, ça ne fait pas partie, l'ouverture des données, de la priorité en termes de to-do list, mais c'est une question de hiérarchie des priorités. Et donc normalement, si vous avez une collectivité qui a un portage politique et ou une administration, dans le sens des agents qui sont mobilisés et impliqués, qui font remonter aux politiques le besoin, ça fait partie des priorités et ça se découle dans le plan de charge. Mais donc d'où le fait de dire que c'est une idée reçue, le fait que ça prend du temps, parce que normalement les choses sont relativement bien cadrées. Soit c'est un arbitrage politique et ça n'existe pas, soit ça l'est et ça déroule. Mais une initiative personnelle, individuelle, parcellaire, qui fait pas partie de sa mission, ça n'existe pas dans les collectivités locales.
Mais les cas que tu évoques, avec des chief data officers, une fonction data qui est bien organisée, c'est dans les grosses collectivités. Portage politique, c'est quand même finalement assez rare. Et ben, il y a même encore des... Non, c'est pas forcément rare. En fait, c'est à l'échelle de toutes les collectivités. Ça, heureusement, ce n'est plus forcément rare. Et là aussi, on a été aidé par la réglementation. Je ne parle ne serait-ce que du RGPD. À partir du moment où, par exemple, le RGPD est arrivé, on avait l'obligation d'avoir des référents RGPD dans les collectivités. Donc ça monte en puissance progressivement, année après année. En plus, c'est chouette en termes de compétences, de nouveaux métiers, etc. Donc ces métiers-là, aujourd'hui, sont quand même relativement répandus et ça fait partie d'une administration. Après, on lui donne plus ou moins de pouvoir. Ça, c'est autre chose. On lui donne plus ou moins de marge de manœuvre. Mais d'avoir des pôles data, d'avoir des référents data, etc., ce sont des choses qui existent aujourd'hui. On a par exemple le SIG. C'est quelque chose d'historique dans les collectivités. Système d'information géographique. Voilà, ça existe, ça fonctionne. C'est la base de demain des outils type le jumeau numérique qui sont quand même aussi pareil, des monnaies courantes de plus en plus aujourd'hui. Donc la data s'organise, heureusement, dans les collectivités. Mais c'est pas parce que ça s'organise qu'il y a de l'open data, c'est encore autre chose. On a aussi un apprentissage du processus open data. On passe beaucoup de temps, en tout cas au début, je trouve qu'on passait beaucoup de temps en fait à remettre en forme, à reconstruire la donnée pour la mettre en open data. Ça prend beaucoup de temps. Et petit à petit, on se dit aussi, en fait, si on structure la donnée dès le début en se disant qu'elle va être publiée en open data, et si on est, nous, le premier utilisateur de nos données publiées en open data, ça rentre dans le flow normal. Il y a un petit coût d'initialisation, effectivement, et c'est mieux d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pour nous aider à architecturer ça. Et ensuite, ça rentre dans un flux qui est la production normale de la donnée, comme on le faisait avant, juste après coup, on ne se retrouve pas à la reformater pour la rendre accessible et disponible en open data. Donc je pense que ça, c'est un enjeu. Je disais tout à l'heure le temps de la mise en œuvre. Ce retour d'expérience-là qu'on est en train de construire, il aide beaucoup et il permet de démontrer que ce n'est pas si évident. Et sur l'accompagnement, je pense que c'est un vrai enjeu aussi, parce que quand on est tout seul, qu'on se pose des questions, on perd beaucoup de temps, et de temps pas efficace. Moi, en 2015, quand on essaye d'ouvrir des données, si j'ai pas Etalab qui me répond, qui vient me voir, qui me dit tu pourrais faire ça, en fait, tu peux le publier là, utiliser ces modes de données là, je pense que je mets 2 ans de plus à sortir mes données. Et effectivement, je commence à être débordé et inefficace sur le sujet. Le fait d'avoir un accompagnant qui est là, qui est identifié et qui fait bénéficier du retour d'expérience de tous les autres, ça accélère énormément la pratique. Ok, ouais. Je voulais revenir sur la notion d'initiative. C'est peut-être pas, bien évidemment, personne ne prend l'initiative. Il y a des circuits de validation et l'initiative individuelle n'existe pas dans le cadre de l'ouverture des données. Je voulais plutôt souligner l'importance de la sensibilité individuelle des agents, des équipes. Des départements numériques des administrations centrales ou des collectivités territoriales. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup d'acteurs dans différents types d'administrations, et le sentiment qu'on avait, c'était que vraiment la sensibilité, comme aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait pas de schéma, de processus structuré qui soit réellement intégré dans les habitudes et les réflexes des équipes. La sensibilité individuelle des agents, des exécutants, et encore pour beaucoup dans l'efficacité de l'ouverture des données d'une administration. C'était vraiment le sentiment qu'on avait là-dessus. Ouais, c'est quelque chose que je partage beaucoup. Ça repose quand même sur des volontés de peu de gens, à la fois élus, agents, et que c'est encore un écosystème qui reste très fragile. Alors, je vais un peu avancer sur les idées reçues. Je vais en passer une qui est celle sur... je vais en passer 2 pour aller à un peu une autre thématique qui est plutôt celle de l'usage, parce que ça on l'a pas mal abordé, et les craintes sur l'usage des données. Moi je pense qu'on va passer à autre chose, on va aller directement à cette idée reçue là qui est l'open data ne sert pas à l'IA, et je crois que Constance a... Et j'espère qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une idée reçue pour le coup. Ah oui, non, ce sont des idées reçues. Parce que du coup, moi, ça m'intéressera de savoir ceux qui ne sont pas d'accord avec cette idée reçue. Non, il n'y a pas, et puis il n'y a pas d'IA sans data en fait. Je ne vais pas aller plus loin que ça. On a même, je ne sais pas si on a besoin d'en parler 1000 ans, mais moi, c'est presque mon combat face à tout ce sujet d'IA qui est presque un peu marketing, pardon, en ce moment, comme si encore une fois on est en train de découvrir l'intelligence artificielle, alors que c'est déjà aussi utilisé dans l'administration. Je reparle un peu des collectivités, mais il y a 13% des agents qui disent qu'ils utilisent l'IA au quotidien. Ça veut dire des centaines de milliers de personnes
et de fonctionnaires, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Donc l'IA existe, mais on a un débat autour de l'IA comme si c'était quelque chose de nouveau, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'explosion de l'IA générative, et puis que le public, le grand public, le découvre, s'en saisit, interpelle, et qu'il y a derrière des débats éthiques, philosophiques, etc., qui sont utiles et nécessaires. Mais cette IA n'existe pas sans data. Donc si on ne nourrit pas cette intelligence artificielle, si l'homme ne la nourrit pas, elle n'existe pas. Donc par exemple, les débats l'IA va remplacer l'homme, etc., etc. Moi, c'est des choses qui me font un peu sourire parce que c'est nous qui l'alimentons. Si on ne l'alimente pas, le machine learning s'arrête. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de biais, etc. Donc c'est finalement, en fait, la question va être je réponds plus à la data comme source de l'IA, mais plus que l'open data. Mais forcément, plus on a de données ouvertes, plus ça va alimenter des intelligences artificielles, en bien ou en mal. C'est pas le sujet, mais pour moi, ça reste une idée reçue. Et finalement, ça permet aussi d'avoir la maîtrise des choses. C'est que encore une fois, si on n'alimente pas cette intelligence artificielle par toutes les données dont on dispose, voilà, ça permet aussi d'en avoir la maîtrise, entre guillemets. Mais donc oui, c'est une idée reçue fois 1000. Oui, c'est une idée reçue, tout à fait. Alors moi, là-dessus, j'aimerais bien parler d'un projet que l'AIC, l'accélérateur d'initiatives citoyennes de l'ADINUM, donc soutient en partenariat justement avec le lab IA d'Eta Lab, qui s'appelle Pironir. Et donc j'ai rapidement parlé de ce projet-là. C'est une association qui a développé en fait un modèle de détection précoce des départs de feu dans les territoires par les pompiers et qui a justement besoin d'images libres de droit, soit qu'ils captent, soit qu'ils viennent de bases de données étrangères pour entraîner son modèle. Et on se rend bien compte en fait que pour des projets de ce type-là qui sont directement utiles à l'action publique, directement utiles à la gendarmerie et aux pompiers, on a tout intérêt en fait à s'appuyer sur un collectif comme un commun numérique comme Pironir, qui va en fait faire des captations d'images, qui va en fait créer une base de données qui est libre pour pouvoir entraîner ce modèle-là, et sur lequel aussi d'autres vont potentiellement pouvoir venir s'entraîner pour développer aussi des modèles. Et il y a un sujet là-dessus qui est en fait que d'autres acteurs qui n'ont pas de vocation non lucrative et qui sont aussi sur le développement de modèles de ce type-là, de détection de départ de feu, ne libèrent pas les données des caméras qui vont capter dans la nature des départs de feu et qui vont en fait entraîner leur modèle sur des bases de données fermées. Et ensuite, l'État, disons les acteurs publics, ont une véritable perte à ne pas avoir la main sur ces données-là. Et c'est là, je trouve que justement, on a tout intérêt à s'appuyer sur des collectifs qui vont, avec un but non lucratif, participer à la captation de ces données et à les mettre au pot commun pour qu'ensuite on ait tout un écosystème qui se mette en place pour développer justement des modèles. Charles, vous avez pas mal d'usages d'IA avec vos données chez Open Food Fact. Oui, alors je veux juste revenir. Un truc intéressant, c'est qu'il y a quelques années, dans les buzzwords qui ne tiennent pas 3 ans, il y avait le mot de Smart City. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde avait ça à la bouche, la Smart City, on n'en parle plus maintenant quasiment. Mais on n'en parle plus aussi parce qu'elle est intégrée. Et un truc qui était un peu marrant à l'époque, c'est qu'il y avait une espèce d'orthogonalité entre l'open data et la Smart City. Le responsable de l'open data n'était jamais celui de la Smart City et vice-versa, alors que nous, on se tuait à dire, mais en fait, le premier pilier de la Smart City, c'est justement l'open data, parce qu'elle provoque de la capacitation. Et parce qu'elle provoque de la capacitation des habitants, des entreprises, etc., etc. Et j'ai l'impression que ça, on est un peu sorti de ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, les gens qui s'intéressent à des projets d'IA dans les grandes administrations, enfin dans toutes les administrations d'ailleurs, sont souvent quand même assez acculturés maintenant sur l'open data. Donc ça, on a gagné, on a un peu avancé, j'ai l'impression, dans ce domaine-là. Nous, effectivement, l'IA, on l'utilise beaucoup pour fiabiliser nos données.
Notamment, on a des IA qui viennent parcourir les images que prennent les contributeurs pour en extraire des données et pour les faire valider par des humains. Tu peux juste expliquer pour les gens qui ne connaissent pas Open Food Fact de quelle image on parle et de quelles données on parle? On parle des photographies des produits, tout simplement, des photographies, je ne sais pas, d'une bouteille de Coca-Cola ou d'une bouteille de je ne sais quoi. Et sur ces photographies, on a le tableau nutritionnel, on a les ingrédients, on a le nom, on a la quantité, on a énormément de données. Regardez sur un produit alimentaire, vous verrez, vous allez trouver des dizaines de données. Ça, c'est assez amusant. Et nous, on extrait ces données pour en faire cette base de données mondiale qui est Open Food Facts. Donc, on nous appelle souvent le Wikipédia de l'alimentation, mais on est un peu plus proche finalement d'OpenStreetMap que de Wikipédia. Et donc, ces données qu'il faut extraire, c'est un travail qui est assez long et fastidieux. Et du coup, pour s'aider, on fait appel à l'IA. Donc, nous, on fait appel à l'IA. On ne génère pas forcément des services basés sur l'IA. Donc, on fait appel à l'IA pour fiabiliser, pour sécuriser, pour extraire d'autres types de données. Donc, par exemple, l'IA, elle va déterminer que, tiens, cette bouteille d'eau, a priori, elle fait 1 litre. Et elle va demander à des contributeurs de valider l'information, ce qui est beaucoup plus rapide de répondre oui ou non que de taper 1 litre dans la bonne case. C'est parfois un petit peu compliqué. J'avais une question, j'en ai une pour Geoffrey. Récemment, moi, j'intervenais sur cette question-là des liens entre open data et IA, et on faisait le constat quand même que si on regarde sur data.gouv.fr les grands corpus de données non structurées, donc ce qu'on appelle les données non structurées, ça va être du texte, des images, des vidéos. Ils ont quand même, on en trouve assez peu finalement. On regarde la page, par exemple, le catalogue des données pour le machine learning qui existe, donc pour l'apprentissage automatique. Donc orienté vraiment à intelligence artificielle, on trouve finalement peu de grands corpus sur data.gouv.fr. Comment on explique ça alors que c'est quand même de ce type de données qui alimentent le plus les usages qui sont en vogue? Alors il y a des usages prédictifs, mais il y a aussi tous les usages génératifs dont on parle beaucoup actuellement. Donc, à la mode en ce moment, avec les LLM et compagnie qui se basent sur du texte, effectivement, maintenant on se rend compte qu'un PDF peut servir à une IA et peut vraiment être alimenté pour avoir une réponse qui est intéressante. Et ça devient de plus en plus performant. Donc, effectivement, là-dessus, après, l'IA, c'est pas que de l'analyse textuelle, ça peut être aussi de l'analyse de grandes bases de données. Et donc, là, effectivement. Donc, moi, je te rejoins sur le fait que sur data.gouv, c'est plutôt de la donnée structurée. On a plutôt poussé pour publier de la donnée structurée. Donc, ce qu'on appelle la donnée structurée, c'est des bases de données avec, par exemple, des CSV, des Excel, des bases de données SQL, voilà, de ce type d'informations qui sont mis et qui peuvent être réutilisées pour faire des applications, des services, des visualisations derrière, et donc moins pour la génération de texte. Par contre, effectivement, je pense que c'est un intérêt qui revient, à mon avis, le rapport d'Amélie sur les documents administratifs, parce qu'en fait, les documents administratifs, au final, il y en a. Donc, les bases de données sont considérées comme des documents administratifs, mais des documents PDF, etc. Il y en a quand même pas mal sur DataGouv. Je pense qu'on doit être à 15-20% de toutes les données qui sont de la donnée textuelle, mais pas suffisamment. Et je pense qu'il y a à faire. Sur l'IA, moi, je voulais juste me dire qu'en fait, les termes là de l'idée reçue sont peut-être que je changerais un petit peu. Peut-être, c'était l'open data ne sert pas à l'IA. Moi, je mettrais comme idée reçue, l'open data ne doit pas servir à l'IA. Et ça, c'est une idée reçue où on se dit, en fait, si on met une IA qui va manger toutes les bases de données publiques, en fait, qu'est-ce que ça va faire? On va avoir des services qui vont nous voler nos données, etc. Ça rejoint un peu la question du terrorisme et compagnie. Et du coup, je pense que, juste pour finir, je pense qu'au contraire, si on veut avoir une IA qui est efficace et qui répond bien, il faut la faire entraîner sur des données publiques. Et donc, c'est vraiment important et intéressant de le faire. Ouais. On ne peut pas évacuer le fait non plus qu'il y a une logique un peu prédatrice de certains concepteurs d'IA à aspirer des données qui sont d'ailleurs sous licence, et en particulier, par exemple, les données d'Open Food Facts qui sont sous licence ODBL, ce qui oblige à rendre les données associées à ces données-là également sous licence ODBL. On parle de licence contaminante pour les spécialistes, mais moi, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans. Mais on sait, nous, par exemple, on voit énormément de bots sur Internet qui viennent aspirer nos données, ce qui est d'ailleurs parfaitement idiot parce qu'il ferait mieux de télécharger la base plutôt que d'aller aspirer nos pages. Ça c'est un autre sujet, mais on voit bien cette logique un petit peu à vouloir absolument avoir de la donnée, quel qu'en soit le coût, quels qu'en soient les risques pris, parce que ces IA sont quand même un peu des boîtes noires. Là, il y a quand même un sujet qu'il faudrait creuser et réfléchir.
Alors j'ai ouvert le sondage en même temps parce qu'il y a un lien après avec la question d'après qui est l'open data, c'est le pillage des communs. Alors c'est le cœur de ton poste à la DINUM, Emma. Pas le pillage, mais les communs. C'est vrai qu'il fallait que je précise quand même. Non, je vous rassure. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée reçue que l'open data serait le pillage des communs? Alors, quand on écoute Charles, on se dit oh là là, avec l'émergence des IA, il y a un risque fort, en fait, potentiellement, en l'absence de réciprocité de ces acteurs-là qui vont aspirer les données, en faire des choses, en tirer de la valeur. Ça peut être de la valeur sociale. Bon, la plupart du temps, c'est quand même de la valeur économique. Et tant mieux qu'il y ait de la valeur économique qui soit créée, mais à quel prix, dans quelle perspective démocratique. Je reviens quand même sur le terme qui nous rassemble ici autour de cette table pour l'open data. Et en fait, on n'a vraiment pas parlé, ça m'en étonne d'ailleurs, pour l'instant, du terme de gouvernance. Voilà. C'est peut-être le bon moment pour le mettre sur la table. En fait, pour moi, cette question du pillage des communs, elle est vraiment liée à nous devons apprendre à créer une gouvernance avec les acteurs qui produisent, utilisent, réutilisent, bénéficient de la data. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Probablement que ça arrive déjà dans les territoires, ça arrive, nous, dans l'accélérateur d'initiatives citoyennes. C'est notre grand objectif, finalement. Tu le disais, Charles, on travaille très bien ensemble depuis que vous êtes rentré dans l'accélérateur, pour créer des ponts et des coopérations autour de cas d'usage concrets avec d'autres administrations. Tu as des cas concrets de gouvernance comme ça qui sont bien, qui ont bien fonctionné comme ça. Parce que quand on entend le terme gouvernance, moi je vois des schémas à 4 étages compliqués. Et en fait, on parle de quoi en fait? En fait, de quoi on parle et en fait, c'est un champ à explorer. Je pense qu'il y a quand même, pour celles et ceux qui ont lu Elinor Ostrom, qui a fait des travaux sur les communs, alors les communs non numériques, mais quand même, elle a sorti 8 principes de gouvernance à l'époque qui nous permettent en fait de donner des grandes milestones qui sont autour de quelle est ma communauté, jusqu'où elle va, quelles sont les boundaries en anglais, donc les limites de ma communauté, quelles sont les règles de contrôle que nous nous donnons, quels sont ensuite les processus de sanctions collectives que nous nous mettons si jamais nous enfreignons, etc., etc. Et dans le monde numérique, c'est extrêmement difficile à mettre en place parce que c'est un monde numérique qui est globalisé et qui parfois ressemble à une jungle. Mais néanmoins, je crois que nous, acteurs publics, avec des acteurs qui sont de la société civile, on a tout intérêt, et je vais te donner la parole, Charles, sur le comment on fait, à mettre en place ces processus-là et à s'épauler mutuellement, finalement, pour que l'usage qui va être fait de ces données-là, dans le cadre qui sont produites parfois par des communs numériques ou réutilisés, soit quelque chose qui soit compatible avec nos missions d'intérêt général. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire sur la question. Nous, c'est plus un exemple. Alors, peut-être par exemple le travail qu'on fait en ce moment avec la DGCCRF, moi que je trouve vraiment intéressant. Aujourd'hui, par exemple, Open Food Facts propose, grâce à sa base de données, la possibilité à plusieurs centaines d'applications, donc c'est plus de 200 applications à travers le monde, de pouvoir scanner des produits et en obtenir des informations. On a plein de données, mais par exemple, nous manque celle des rappels produits. Ça vous dit quelque chose, les rappels produits? C'est quand vous avez par exemple un produit qui est retiré du marché, un produit alimentaire ou un produit d'ailleurs autre, parce qu'il est dangereux pour la santé ou à l'usage. Et ces rappels produits aujourd'hui, donc la DGCCRF a une base de données, il y a une base de données également au niveau européen, sauf que ces bases de données, elles ne partagent pas la même identifiant, à savoir le code barre. Nous, on utilise le code barre, qui est l'outil naturel, qui est sur les produits, donc on ne peut pas faire plus simple, et qui est l'outil naturel qui est utilisé par les gens avec leurs apps de scan. Mais souvent, dans la base de données de la DGCCRF, le code barre, il est planqué au fin fond d'un champ note. Alors, il est planqué, c'est pas exprès, enfin, c'était pas par volonté de cacher des choses. Mais au départ, cette base de données n'a pas été pensée comme ça. Donc, il y a un dialogue en ce moment qui est fait avec eux pour essayer de sortir ce champ et pour pouvoir permettre le récollement, en quelque sorte, de ces deux bases de données, pour pouvoir permettre de les fusionner, on va dire, en tout cas d'échanger des données entre ces deux bases de données. Et ça, alors, est-ce que c'est un exercice de gouvernance
plus ou moins. Moi, il me semble qu'un peu que oui quand même, plus ou moins informel. Mais voilà, ça fait partie des choses... Et le terme, c'est informel, justement. Oui. En fait, dans nos interactions, bien souvent, que ce soit entre administrations ou que ce soit avec des acteurs de la société civile qui produisent, réutilisent ces données, etc., des projets comme vous, c'est informel. Ça passe aussi parfois par le cadre de subventions, auquel cas on a un degré de formalisme supérieur. Et parfois, on arrive à avoir, comme c'est le cas, je crois, dans Panorama, c'est peut-être de ça dont tu veux parler, des coopérations un peu plus institutionnelles qui se mettent en place. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à mener sur ce sujet-là. Et après, on va essayer de prendre une question de la salle quand même. Vas-y. Pour répondre à l'idée reçue, parce que moi je bois vos paroles sur la gouvernance, avec un autre regard qui est forcément plutôt côté collectivité, côté politique, mais voilà, je l'évoquais, c'est un peu mon cheval de bataille, etc. Petite anecdote par rapport à cette idée reçue, l'open data, c'est le piège des communs. Parmi les premiers événements que j'ai fait quand j'ai pris la présidence d'Open Data France, c'était un événement sur les géos communs. C'était les Geodata Days, parler des géos communs. Et un des sujets était de dire, mais est-ce que la donnée est un commun ? Alors, à ce moment-là, je vais là-bas avec une sorte de définition, mais c'est vous les experts, de ce qu'est un commun, ce que pourrait être vraiment un commun numérique, c'est une ressource non rivale, attachée à un collectif, une communauté attachée à cette ressource, plus une gouvernance. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire que si on considère la photographie de l'open data en France actuellement, n'ayant pas de gouvernance, ce n'est pas un commun. Parce qu'il n'y a pas cette notion, il y a la notion de ressources non rivales, ok, il y a la notion souvent de collectif attaché à la ressource, mais il n'y a pas la gouvernance. Et donc si l'open data n'est pas un commun, on casse l'idée reçue que l'open data c'est le piège des communs. En revanche, moi ce serait chouette que ça en soit un. Le but c'est que la data soit un commun. Et donc, c'est un horizon, mais même si on est tous déconvaincus, enfin, il n'y a pas de. Mais c'est ça un petit peu aussi si on est en train de chipoter entre initiés presque sur ces sujets-là, mais ce qui me manque aujourd'hui et ce qui manque, et là je sors vraiment du côté technique, parce que moi je vais vous dire un truc hyper cash, tous les exemples que vous donnez depuis tout à l'heure, je ne les connais pas. Je suis président d'Open Data France, ça fait 10 ans que je suis élu au numérique, il n'y en a aucun que je connais. Alors, tant mieux et pas tant mieux quand même. Parce que ça reste un truc d'initié. Ça reste un truc hyper techno, très précis, pour une communauté, pour des aficionados, etc. etc. Moi, mon sujet, c'est qu'on fasse du populaire, mais dans le sens massif du terme. D'où la nécessité de gouvernance, et de gouvernance en dehors de ceux qui savent faire. Dans quel cas, l'open data ne doit pas être un commun ? Dans quel cas, est-ce que c'est forcément un horizon toujours souhaitable, toujours atteignable d'ailleurs ? Alors, ça ne doit pas être un commun s'il n'y a pas de communauté qui se crée en fait autour d'un usage donné de ces données-là. Il faut pas c'est pas un automatisme en fait. L'open data c'est une condition nécessaire mais non suffisante du commun. Et il y a des fois où en fait, s'il n'y a pas d'usage à date de données, il n'y aura pas de communauté, donc il n'y aura pas de gouvernance, donc il n'y aura pas de commun. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Par contre, s'il y a un usage avéré, un intérêt d'acteurs publics et de la société civile pour ça, eh bien là, posons-nous peut-être par design, c'est-à-dire dès le départ, cette question de la gouvernance, parce que c'est quelque chose qui ensuite est compliqué à mettre en œuvre, parce qu'on a des dépendances au sentier qui sont assez importantes. Quand un projet part dans une direction avec potentiellement sans gouvernance, où on n'y a pas pensé, ou on verra bien plus tard selon les usages qui sont faits, c'est compliqué de rattraper la machine et ça donne des résultats parfois différents. Non, du coup, moi, je voulais inverser le sujet, mais c'est mal un peu posé. L'open data, c'est aussi souvent une condition nécessaire au commun. On a quand même, nous, producteurs de données, IGN, pas mal de nos discussions avec des acteurs de la société civile qui veulent faire des initiatives, c'est... nous, on a de l'énergie, on est capable de développer des trucs qui vont plus vite que vous sur des cas d'usage particuliers. Par contre, aidez-nous à accéder à la donnée, aidez-nous à craquer la donnée. Et à déverrouiller, à libérer un peu l'usage de cette donnée. Et finalement, dans l'IA, on a aussi ces questions-là de comment on structure, on donne accès à plus de données. Sur des communs serviciels, on a aussi cet enjeu-là. Et avec d'ailleurs un renforcement des besoins. Au tout début, tu parlais de la donnée brute. Nous, on voit le besoin selon les acteurs, selon les communs, selon les enjeux. Mais on veut surtout de la donnée brute, on va vouloir surtout de la donnée intermédiaire, on va vouloir... Et donc il y a un vrai appel
par les communs à de l'open data, qui, je trouve, crée aussi une dynamique d'élargissement de l'open data. Et pour faire le lien avec l'idée reçue d'après, qu'on ne traitera peut-être pas, s'il n'y a pas d'open data, moi, on parlait d'information géographique. Les GAFAM ne nous ont pas, je ne sais pas si c'est celle d'après du coup, mais les GAFA ne nous ont pas attendus pour produire une donnée avec une précision moins équivalente à ce qu'on sait faire. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de la BD Topo France entière, 1 million d'euros, ils n'ont aucun problème à se la payer. Et finalement, la bascule de l'open data, elle vient servir aussi justement les communs et dire on met tout le monde sur un pied d'égalité dans l'accès à la donnée. Donc je pense qu'il y a l'autre côté de la pièce. Alors, j'aurais bien pris une question de la salle, mais il nous reste 4 minutes. Ça se tente. Est-ce qu'il y a une question qu'on peut prendre? Oui. Bonjour, merci, c'était très éclairant. J'ai une petite frustration vis-à-vis du fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé de démocratie. Je remercie Emma de l'avoir remise sur la table. Je crois que c'était James Madison qui écrivait dans une lettre à je ne sais plus qui, il n'y a pas de gouvernement populaire sans information populaire. Et moi, c'est une façon de raconter l'open data à des étudiants pour le réancrer dans la construction de nos démocraties. Et donc, du coup, à l'heure où on a quand même des sujets liés à la désinformation, à la perte de confiance dans l'action de nos gouvernements, même avec l'open data, le citoyen n'a pas confiance dans la façon dont l'action publique est menée. Et ce sera des sujets qu'on abordera sûrement cet après-midi aussi, mais sur la façon dont les médias abordent l'information. Est-ce que vous avez des idées de solutions, d'approches, de méthodes pour faire en sorte que l'information que l'on reçoit, quelle que soit la manière dont on la reçoit, en open data, dans les médias ou autrement, permettent de renforcer ce qu'on appelle la démocratie, à savoir la représentation et la participation des citoyens dans notre pays et dans le monde. Merci. La participation des citoyens, c'est les bases contributives. Et donc là, vous tous qui êtes là dans cette salle, on vous invite à rejoindre la communauté Open Food Facts. C'est vraiment très simple. Vous voyez, il vous suffit d'un smartphone pour pouvoir déjà scanner des produits, ajouter des données, modifier un produit. Ça, c'est quelque chose de tout simple. Et moi, j'espère voir la naissance d'autres communs contributifs, d'autres communs citoyens dans ce pays et ailleurs d'ailleurs. C'est une forme de contre-pouvoir qui garantit à la démocratie justement parfois un équilibre, ou en tout cas qui peut éventuellement essayer de résoudre certains déséquilibres, certaines asymétries dans le pouvoir et dans la démocratie. J'ai plutôt l'impression, si je peux me permettre, que tous, dans nos missions respectives, dans nos jobs, dans nos fonctions, etc., on participe à cette dynamique collective, et c'est la raison pour laquelle on est là pour cette table ronde, et donc que l'on participe très modestement à ces élans collectifs en essayant d'inciter dans nos champs de compétences, etc. Et tout ça fait donc indirectement, implicitement partie de faire vivre notre démocratie. En tout cas, en tant qu'élu local, forcément, c'est un peu ce qui m'anime, mais je ne le dis pas tous les jours que je le fais pour la démocratie. Ça me paraît inné. Oui, en 2 mots, Emmanuel Roux, bonjour à tous. Tout d'abord, je plussois fortement la frustration de ne pas s'être parlé de démocratie, et dans un moment démocratique très grave en plus. Voilà, donc je pense que si certains veulent en discuter, il faut poursuivre le débat. Première chose. Et deuxième chose, je pense que ça commence par l'éducation. Et si Emma parle de médiation, on ne parle donc que d'adultes. Et moi, je rêve que tout prof, dans toute discipline, utilise l'open data dans toute action, et que chaque année, dès la primaire, les jeunes apprennent que la data, ça existe, que c'est open, et qu'ils peuvent la manipuler, et qu'ils peuvent en être acteurs. Je rebondis directement là-dessus sur du coup un dispositif qu'on appuie côté data.gouv, qui avait été aussi soutenu par l'accélérateur d'initiative citoyenne, qui est en fait l'Open Data University, porté par l'association Latitude, qui propose des programmes auprès des étudiants pour faciliter et acculturer les étudiants à la donnée, à la manipulation sur des cas d'usage particuliers. L'année dernière, il y a 600 élèves qui ont été acculturés à cette première promotion. Là, cette année, ils visent 3000. Et du coup, vous pouvez être acteur de ça aussi en contactant l'association Latitude. Si vous avez des réseaux avec des écoles, des universités, des UT qui sont intéressés pour travailler sur ces sujets-là, ils sont preneurs, et du coup, pour essayer de favoriser un petit peu cette acculturation. Et en fait, ça prend la forme de défis open data. Il y a un certain nombre de défis open data dans lesquels vous pouvez aussi être partenaire si vous voulez proposer et lever un sujet particulier. Et donc, voilà, ce dispositif Open Data University est intéressant pour notamment l'acculturation. Pardon, moi pareil, je plussois, et
on n'a pas défini le terme de démocratie, on ne l'a pas inséré dans la discussion, c'était le sujet des idées reçues, mais si on regarde le résultat du CEVIPOF depuis 2016, accélération de l'open data, la confiance dans les institutions dites démocratiques de représentation, elle n'a pas bougé, voire baissé, on a raté, quoi. Et finalement, la réponse à la question, si on regarde juste ça, on a raté. Et deuxième élément, alors pas exactement, il y a un petit indicateur qui dit qu'il y a moins de monde qui est très méfiant, mais c'est tout. C'est quand même dommage. Et deuxième élément, on a effleuré tout à l'heure la question de est-ce qu'on doit être transparent, mettre la donnée telle qu'elle, ou est-ce qu'on doit l'éditorialiser, aller vers quelque chose. Je pense qu'il faut aussi qu'on assume le fait qu'on est là, serviteur à notre niveau, on est dans une administration, l'État n'est pas politique, mais en fait on est là pour faire de l'intérêt général, on a une vocation, et au-delà de mettre la donnée dans un enjeu patrimonial d'accessibilité disponible à tous dans un format simple, poser des objets qui viennent utiliser cette donnée, la mettre en forme avec un objectif, avec une intention, c'est nécessaire, parce que sinon on n'arrive pas à faire monter le débat public, et du coup on n'arrive pas à faire cette interaction, de mon point de vue, entre la donnée et la démocratie. Je suis désolé, je vais devoir... Je rajouterais juste, il y a l'éducation à la donnée et au droit à l'accès à l'information. Et je pense qu'il y a très très peu de personnes qui savent que ce droit existe et comment ça fonctionne, à commencer par les journalistes. Et donc renforcer les formations de data journalisme, de savoir comment on fait une demande d'accès à un document administratif. Je pense que déjà c'est un levier assez puissant qu'on devrait utiliser davantage. Bon, on va partir sur cette frustration, évidemment, que je partage, que Mathilde a évoquée, de ne pas avoir assez peut-être parlé de démocratie. Donc, je vous remercie pour votre participation et bonne journée, Annec.